Le sol a tremblé si fort que des soldats israéliens ont cru à un tremblement de terre. Mais ce n'en était pas un. Ce qui s'est produit dans les 4 minutes suivantes allait changer le Moyen-Orient pour toujours, et presque personne en Occident n'en aurait reçu la vraie version. Ce que vous allez entendre est l'événement militaire le plus important dans cette région depuis des décennies, et les grands médias l'ont à peine effleuré. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre ce qu'est réellement le RS-28 Sarmat. La plupart des gens ont déjà entendu ce nom. Très peu comprennent ce qu'il peut vraiment faire. Le RS-28 Sarmat est un missile balistique intercontinental de conception russe. Il pèse plus de 200 tonnes métriques, il peut transporter jusqu'à 15 ogives nucléaires indépendantes, il peut atteindre des vitesses extrêmes. À côté, les systèmes traditionnels de défense antimissile donnent l'impression d'essayer d'arrêter une balle avec un filet de pêche. Maintenant, voici la partie qui compte. L'Iran travaille depuis des années à l'acquisition de technologies avancées de missiles russes. Les agences occidentales de renseignement le savaient. La question a toujours été la suivante. Quand l'Iran franchirait-il la ligne entre les essais et le déploiement réel? Selon plusieurs sources militaires, et selon des communications interceptées maintenant analysées par des spécialistes de la défense, la réponse à cette question est arrivée sans avertissement. Les rapports ont commencé à arriver peu après minuit, heure locale, dans le nord d'Israël. Les opérateurs radars des stations de surveillance de Tsahal ont détecté des signatures de lancement provenant du territoire iranien. Au début, les lectures de trajectoire ont été revérifiées, parce que les chiffres n'avaient aucun sens pour les opérateurs en service. La vitesse, l'altitude, l'angle de descente, tout indiquait quelque chose de beaucoup plus avancé que ce que l'Iran était censé posséder. Le système dôme de fer de Tsahal, qui a intercepté avec succès des milliers de roquettes au fil des ans, n'a jamais été conçu pour gérer cette catégorie de menaces. Et c'est la vérité honnête que personne ne veut dire à voix haute. Le dôme de fer est un système incroyable contre les roquettes à courte portée et les obus d'artillerie. Mais lorsqu'il faut faire face à des véhicules de rentrée hypersonique qui descendent à Mach 20 ou plus, l'écart technologique devient très réel, très vite. 6 ogives. C'est le nombre qui revient constamment dans les rapports d'analyse de défense. Pas un missile avec une seule ogive. 6 véhicules de rentrée ciblés indépendamment. Chacun suivant sa propre trajectoire de vol dans la phase terminale. C'est ce que les ingénieurs de la défense appellent un système MIRV. C'est-à-dire des véhicules de rentrée à ciblage indépendants multiples. Tout l'objectif d'un système MIRV est de submerger n'importe quel réseau de défense antimissile. On ne peut pas intercepter 6 objets qui partent dans 6 directions différentes lorsqu'ils se déplacent tous à vitesse hypersonique. C'est mathématiquement presque impossible avec la technologie actuelle. Et l'Iran semble avoir utilisé précisément cette capacité dans cette frappe. Maintenant, voici où cette histoire devient encore plus sérieuse. Le commandement nord de Tsahal n'est pas seulement un bureau militaire régional. C'est le centre névralgique de toutes les opérations militaires israéliennes dans le théâtre nord, c'est-à-dire le Liban, la Syrie et les régions frontalières où le Hezbollah est actif. Pour comprendre l'importance de cette installation, pensez au Pentagone, mais spécifiquement pour le front nord. Les rapports indiquent que les frappes n'étaient pas aléatoires. Elles ont été ciblées avec un niveau de précision qui suggère soit une excellente collecte de renseignements par la partie iranienne sur Israël, soit que l'Iran a reçu une aide au ciblage de quelqu'un qui savait déjà où ces installations étaient situées. Cette deuxième possibilité devrait tenir les planificateurs militaires de Washington éveillés la nuit. Réfléchissez bien à ceci. Ce n'était pas une attaque de roquettes tirée au hasard. C'était une frappe de précision coordonnée utilisant une technologie que l'Iran n'était pas censé posséder sous forme opérationnelle. La question de savoir comment l'Iran en est arrivé là fait l'objet de débats dans la communauté du renseignement depuis 2 ans. Certains analystes pointent vers la Russie, d'autres pointent vers la Corée du Nord. Une troisième théorie implique des conseillers techniques chinois qui opèrent discrètement à l'intérieur du programme iranien de développement de missiles. La vérité est probablement une combinaison des trois. Et les gouvernements occidentaux en savent plus qu'ils ne le disent publiquement.
La réponse des États-Unis, ou plus précisément son absence, est la partie de cette histoire qui rend les analystes militaires les plus nerveux. Lorsque l'Iran a lancé ses attaques de drones et de missiles contre Israël en avril 2024, les États-Unis ont été directement impliqués dans l'aide apportée à Israël pour intercepter ces projectiles entrants. Des navires de guerre américains dans la région ont tiré des missiles intercepteurs, des avions de chasse américains étaient dans les airs, la coordination était active et réelle. Cette fois, selon les rapports provenant de la région, la réponse américaine a été le silence. Aucune déclaration publique du Pentagone dans les premières heures critiques. Aucune conférence de presse d'urgence de la Maison-Blanche. Aucune confirmation ni démenti de l'ampleur de l'attaque. Seulement le silence. Et ce silence veut dire quelque chose. Dans le langage militaire et diplomatique, le silence n'est jamais un accident. Quand une superpuissance devient silencieuse après une frappe majeure contre l'un de ses alliés les plus proches, c'est soit parce qu'elle est stupéfaite, soit parce qu'elle calcule très soigneusement son prochain geste, soit parce que quelque chose dans la situation est beaucoup plus compliqué que la version publique des événements. Chacune de ces explications devrait vous inquiéter. Si les États-Unis sont stupéfaits, cela signifie que leur appareil de renseignement n'a pas anticipé cela. S'ils calculent, cela signifie qu'ils évaluent des options qui sont probablement très mauvaises pour toutes les parties concernées. Et si la situation est plus compliquée, cela ouvre la porte à des possibilités qui n'ont pas encore été rendues publiques. Parlons de la situation réelle de Tsahal sur le terrain après les frappes. Les rapports décrivent une installation du commandement Nord qui a subi de graves dommages structurels. Le mot enseveli a été utilisé dans plusieurs rapports et il n'est pas utilisé comme une métaphore. Lorsqu'une installation conçue pour survivre à des attaques aériennes conventionnelles reçoit des impacts directs d'ogives se déplaçant à des vitesses hypersoniques, les dommages physiques sont catégoriquement différents de ce que l'on voit dans des frappes aériennes normales. L'énergie d'impact est plusieurs fois supérieure. La profondeur de pénétration est plus grande. Et, point crucial, la capacité d'évacuer le personnel dans les secondes précédentes, l'impact est essentiellement nul, parce que le délai d'alerte avec ces systèmes se mesure en secondes, pas en minutes. Tsahal n'a pas confirmé publiquement l'ampleur complète des pertes humaines ou des dommages au commandement Nord. Et ce silence du côté israélien est en soi un élément significatif. Israël a une longue histoire de transparence sur les opérations défensives réussies et une transparence un peu moindre dans les situations où les dommages sont réels et importants. Le fait que les canaux officiels israéliens soient prudents et mesurés dans leurs déclarations publiques indique aux analystes expérimentés que la situation à l'intérieur du commandement Nord est gérée avec beaucoup de soin au plus haut niveau. Voici autre chose que vous devez comprendre. Le front nord d'Israël n'est pas une zone secondaire tranquille. Ces derniers mois, les tensions à la frontière libanaise sont demeurées élevées. Le Hezbollah a renforcé son inventaire de missiles. Il y a eu des échanges de tirs. Le commandement de Tsahal menait une planification opérationnelle active pour d'éventuels scénarios impliquant une escalade du Hezbollah. Si cette structure de commandement a été dégradée, même temporairement, cela change la préparation opérationnelle d'Israël sur le front nord de façon réelle et mesurable. Et ce moment précis, dans le contexte actuel, ne ressemble pas à une coïncidence pour les analystes militaires sérieux. Il y a un contexte plus large dont vous avez besoin pour que cette histoire prenne tout son sens. L'Iran subit une énorme pression économique en raison des sanctions. Sa situation politique intérieure est compliquée. Son réseau de mandataires, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis au Yémen, a subi des pertes importantes au cours des 18 derniers mois. Dans ce contexte, une action militaire spectaculaire qui démontre un saut de capacité sert plusieurs objectifs simultanément pour Téhéran. Elle dit au public iranien que le pays est puissant et intouchable. Elle envoie un message aux autres acteurs de la région sur ce que l'Iran peut maintenant faire. Elle teste les défenses d'Israël dans un environnement opérationnel réel. Et elle place les États-Unis dans une position extrêmement délicate, diplomatiquement et militairement. L'Iran a observé très attentivement la façon dont le monde a répondu à l'invasion russe de l'Ukraine. Ils ont observé comment les sanctions ont été appliquées puis contournées.
Ils ont observé comment l'aide militaire a afflué vers un camp et pas vers l'autre. Ils ont observé comment les organisations internationales ont eu du mal à répondre à l'action agressive d'une grande puissance militaire. Téhéran a tiré des conclusions de toute cette observation. L'une de ces conclusions semble être qu'une action militaire audacieuse et décisive, surtout lorsqu'elle utilise une technologie que l'adversaire ne peut pas facilement contrer, crée sur le terrain une nouvelle réalité qu'il est très difficile d'inverser ensuite par la pression diplomatique. Le lien avec le RS-28, Sarmat, est la partie de cette histoire qui porte la plus grande importance à long terme. La Russie développe le système Sarmat depuis des années. Il a été officiellement mis en service par les forces de missiles stratégiques russes, avec beaucoup de mise en scène. L'idée que cette technologie, ou une version de celle-ci, se soit maintenant retrouvée entre les mains de l'Iran et été utilisée dans un scénario de combat réel représente un événement de prolifération aux proportions historiques. Si cela est pleinement confirmé, cela signifie que la technologie de missiles stratégiques russe la plus avancée se trouve maintenant entre les mains d'un acteur régional au Moyen-Orient. Et si elle a fonctionné comme le rapport le suggère, toutes les autres nations de la région et au-delà réévaluent maintenant leur propre capacité de défense et leur vulnérabilité. L'Arabie Saoudite regarde cela, la Turquie regarde cela, l'Égypte regarde cela, chaque État du Golfe regarde cela. Et chacun d'entre eux se pose la même question. Si l'Iran peut faire cela à Israël, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? La réponse à cette question va remodeler les décisions d'achat militaire, les structures d'alliance et les relations diplomatiques dans toute la région pour la prochaine décennie. Il ne s'agit pas seulement d'une frappe, une nuit donnée. Il s'agit de l'équilibre fondamental des forces dans l'une des régions les plus stratégiquement importantes du monde. Et cet équilibre a basculé en une seule nuit. Il faut être honnête sur ce que nous savons et sur ce que nous ne savons pas. Le brouillard de guerre est très réel dans des situations comme celle-ci. Certains rapports provenant de la région sont confirmés par plusieurs sources indépendantes. D'autres sont encore en cours de vérification. Ce que nous pouvons dire avec confiance, c'est ceci, quelque chose d'important s'est produit. L'ampleur de la réaction de gouvernements qui parlent normalement sans arrêt et le langage prudent utilisé par ceux qui se sont exprimés indiquent clairement une situation gérée au tout plus haut niveau de plusieurs gouvernements en même temps. Quand tout le monde devient soudainement très silencieux et très prudent, c'est précisément là qu'il faut porter le plus d'attention. La suite est la question à laquelle personne ne peut répondre complètement pour l'instant, mais que nous pouvons examiner ensemble. Israël a une doctrine de réponse aux attaques par la force. Cette doctrine a été constante et prévisible pendant des décennies, mais elle a été bâtie pour un environnement de menaces différents. Répondre à une frappe de cette nature, avec cette technologie, comporte des risques d'escalade d'une catégorie différente. Ce n'est pas comparable aux réponses menées par Israël contre des actifs iraniens en Syrie ou contre des positions du Hamas à Gaza. Le calcul est réellement plus difficile lorsque l'attaquant a démontré une capacité pouvant atteindre n'importe quel point en Israël et potentiellement vaincre l'architecture de défense aérienne existante. Les États-Unis font face à leurs propres calculs. Un allié américain a été frappé d'une manière historiquement significative. Le silence ne peut pas durer éternellement. À un moment donné, une réponse publique viendra. La forme de cette réponse, à quel point elle sera ferme, précise et soutenue par des actions, nous en dira beaucoup sur la façon dont Washington voit la situation et sur ce qu'il est réellement prêt à faire à ce sujet. Il existe un écart important entre des paroles fortes et des actions fortes, et le monde observe pour voir laquelle des deux viendra ensuite. L'Iran, de son côté, a démontré quelque chose et observera maintenant la réponse de près. Si la réponse est limitée ou surtout rhétorique, Téhéran conclura qu'il dispose désormais d'un niveau de capacité de dissuasion qui limite effectivement la façon dont ses adversaires peuvent répondre. Cette conclusion, si elle est tirée, influencera chaque future décision iranienne dans la région. La logique de la dissuasion fonctionne dans les deux sens. Et l'Iran pourrait avoir le sentiment, pour la première fois, d'avoir réellement franchi un seuil de capacité qui change définitivement sa position stratégique. Le rôle de la Russie dans tout cela ne peut pas être ignoré. Que Moscou ait fourni une assistance directe, fermé les yeux pendant le transfert de technologie ou encouragé activement cette démonstration d'une capacité de missile d'origine russe, le résultat sert
les intérêts russes d'une manière particulière. Chaque minute que les États-Unis et leurs alliés consacrent à une crise au Moyen-Orient est une minute qui réduit l'attention et les ressources disponibles pour d'autres théâtres. C'est une description froide, mais exacte, de la façon dont la compétition entre grandes puissances fonctionne réellement dans le monde réel. Ce que l'on voit se dérouler n'est pas seulement une histoire militaire. C'est une histoire sur la façon dont l'ordre international qui existe depuis la fin de la guerre froide est mis à l'épreuve et, à certains endroits, brisé. Les règles et les hypothèses qui encadrent la dissuasion militaire, le contrôle des armements, le transfert de technologie et les obligations d'alliance sont toutes sous pression en même temps. Les événements décrits ici sont un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste qui s'écrit encore en temps réel. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.